Chers étudiants, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la solution d'un exercice sur les condensateurs sphériques. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une sphère conductrice pleine A de rayon R1 est portée à un potentiel V0 constant au moyen d'un générateur. Donnez l'expression du potentiel Vm au point M. Si V0 est égal à 100 volts et R1 est égal à 3 cm, déterminez la valeur de la charge QA. On entoure le conducteur A par une coquille sphérique conductrice B de rayon R2 et R3. Donc là, c'est une coquille, donc elle possède deux rayons, un rayon interne R2 et un rayon externe R3. Et relié à la Terre, le conducteur B est initialement déchargé, ça veut dire que la charge est neutre. Représentez qualitativement la répartition des charges électriques sur les deux conducteurs. Par une méthode de votre choix, calculez la charge électrique portée par la sphère A, portée toujours au potentiel V0 est égal à 100 volts, et faire la conclusion. Calculez la valeur de la capacité du condensateur ainsi formé. Calculez l'énergie emmagasinée dans le conducteur de la figure 1 et le condensateur de la figure 2. Que se passerait-il si dans la figure 1, on isole le générateur de A, puis on la relie à la masse par un fil conducteur? Dans la figure 2, on isole le générateur de A et on relie A à B par un fil conducteur. La solution. Donc, première question, la détermination du potentiel au point M. Laissez-moi vous dire que le conducteur est ainsi fait, donc il ne porte pas de charge initialement, mais lorsqu'on le relie à un générateur de potentiel V0, ce générateur va lui donner ce potentiel. Donc il va avoir V0, le conducteur. Et V0, il est positif parce que vous voyez, c'est relié à la charge, à l'armature positive du générateur, la borne positive du générateur. Et donc, il dit potentiel positif, donc dit charge positive. Donc, ceci va pouvoir générer une charge positive sur la surface. Alors, cette charge positive va générer un potentiel dans tout l'entourage, en particulier dans M, le point qui nous intéresse. Pour déterminer ce potentiel, on a deux façons de faire, deux méthodes. Soit la méthode directe, dV, le calcul direct, dV est égal K dQ sur R, et puis on intègre. Ça va être extrêmement compliqué d'intégrer. Donc c'est pour ça qu'on préfère la deuxième, parce que la sphère là, c'est dans l'espace, ça va être compliqué. Donc dans la deuxième méthode, c'est le théorème de Gauss. C'est assez simple, mais seulement dans le théorème de Gauss, on doit passer par le champ électrique. Donc une fois le champ électrique trouvé, on doit utiliser l'expression, la relation entre V et E, soit dV est égal moins E dL, soit E est égal moins gradient de V. Et là, on utilise une des formules qui sont équivalentes, identiques, mais vous avez le choix d'utiliser l'une ou l'autre pour déterminer V. Tout ça, ça a été fait dans une vidéo précédente dans les conducteurs sphériques et je vous invite à la voir ou à la revoir. Et maintenant, je vais vous donner le résumé du résultat qu'on a trouvé. Voici donc la région numéro 1. C'est à l'intérieur du conducteur R compris entre 0 et R1. Nous avons trouvé le potentiel constant. Et là, c'est une caractéristique du conducteur. Attention, il faut la retenir. Donc, la caractéristique, c'est à l'intérieur du conducteur, le potentiel est constant. Le champ est nul. Et la charge, ça n'existe pas à l'intérieur. S'il y a une charge excessive, elle va être portée entièrement au niveau de la surface externe du conducteur. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que c'est un conducteur en équilibre électrostatique. Les charges qui sont à l'intérieur vont toutes se repousser les unes les autres. Et donc, elles vont se retrouver expulsées au niveau de la surface. La région 2, c'est le côté, c'est la partie externe du conducteur. Et donc, c'est caractérisé par R supérieur ou égal à R1. Le potentiel est inversement proportionnel à R. Je rappelle seulement que le choix des régions, il dépend de la charge interne. La charge interne à la surface de Gauss. Dès que vous voyez que à l'intérieur de la surface de Gauss, il y a une charge différente, la charge va changer, voilà, ça change. Donc, c'est une région qui mérite d'être traitée à part. Il peut y avoir 3, 4, 5 régions, hein. Ça dépend. Là, nous n'avons que 2 régions.
aussi, je voulais attirer votre attention sur le fait que R est égal à R1. Vous voyez que en haut, la région 1, c'est R inférieur ou égal à R1. La région 2, R supérieur ou égal à R1. Donc, l'égalité intervient dans les deux côtés. Ça veut dire, ce que je veux dire, que la calotte sphérique caractérisée par R est égal à R1 appartient aux deux régions. Donc, c'est commun entre les deux. Donc, si vous avez par exemple affaire à cette calotte sphérique, ça veut dire affaire à R est égal à R1, vous pouvez utiliser V1 ou V2. C'est la même chose, hein, exactement la même chose. Ça, je suis en train de vous préparer pour la prochaine question. Mais sinon, restant dans notre question, c'est-à-dire il s'agit du point M. Le point 1 à M appartient à la deuxième région, donc c'est le potentiel 2 qu'il faut utiliser. Voilà. Calcul de la charge QA. Donc, je rappelle ce qu'on a fait dans la diapo précédente. Voilà. Vous voyez clairement que le potentiel dépend de QA. Ça veut dire si nous avons une donnée dans l'exercice qui donne un certain potentiel pour un certain rayon, un certain rayon, voilà. Donc, on va remplacer, on va trouver QA tout simplement. Effectivement, on nous a donné dans l'exercice 100 volts pour R1 est égal à 3 cm, qui est égal à 0,03 m. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que R1, il appartient à V1, à la région 1 et à la région 2. Donc, vous pouvez utiliser V1 et V2 quand vous voulez. Moi, j'ai choisi d'utiliser V1 parce que c'est plus simple. Donc, je remplace V1 est égal à V0 est égal à 100 est égal à KQ sur R1. Donc, QA est égal à V0 fois R1 divisé par K. Application numérique, ça va donner QA est égal à 0,33 nanocoulomb. La troisième question. On nous dit que nous avons entouré le conducteur A par une coquille conductrice de surface interne de rayon R2 et la surface externe de rayon R3. D'accord? Et on nous demande de trouver qualitativement les charges portées par les deux conducteurs, QA et QB. Qualitativement, c'est-à-dire sans faire aucun calcul. On commence par le conducteur A. Donc, conducteur A porte une charge Q' A, positive. Et j'anticipe un petit peu pour vous dire que ce Q' A va être différent, cette charge va être différente de la charge qu'on a trouvée, 0,33 nanocoulomb, quand le conducteur A n'était pas entouré. Maintenant, je vais vous dire que Q' A, maintenant, c'est plus grand que QA qu'on a trouvé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet d'influence. Je vais vous expliquer après c'est quoi l'effet d'influence. Maintenant, concernant le conducteur B, qui possède deux surfaces, la surface interne de rayon R2 porte une charge QB interne est exactement égale en valeur absolue à Q' A du conducteur A, mais en signe opposé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet d'influence. Donc, par effet d'influence, les charges négatives vont être attirées sur la surface interne du conducteur B. Je vais vous expliquer un peu en profondeur c'est quoi l'effet d'influence. Regardez, je vais vous mettre un schéma plus clair. Donc, c'est la figure de bis, moins chargée, vous voyez. Donc vous voyez, le conducteur A va envoyer des lignes de champ qui vont arriver vers le conducteur B. Les lignes de champ, ce n'est rien d'autre que des lignes où le champ électrique est toujours tangent. Et donc, vous voyez que là, toutes les lignes de champ qu'il a envoyées arrivent entièrement sur le conducteur B. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le champ électrique là va attirer les charges négatives. C'est tout à fait logique. Donc, il ne va pas attirer les charges positives parce que le champ, vous voyez, donc il va vers le conducteur B. Et donc, la force qui va... les charges plutôt qui va attirer sur la surface, la surface interne, ça va être des charges négatives. D'accord? Voilà. Des charges négatives. Ça, concernant la surface interne. Concernant la surface externe, R3, elle va porter aucune charge. Donc, la charge, c'est QB externe est égale
à 0. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, cette surface, elle est reliée à la Terre. Parce que s'il n'y a pas cette liaison de la Terre, à la Terre, regardez sur la figure 2 bis, donc il n'y a pas la liaison à la Terre de la surface. Ça veut dire si les charges négatives sont attirées vers la surface interne, donc sur la surface externe, il va rester des charges positives. Parce que déjà, ce conducteur B, il est initialement neutre. Donc, ça va faire somme des charges est égale à 0. Il doit être neutre. Donc, il n'y a pas de création de charge. La charge change de distribution seulement. D'accord? Et attention, au niveau du conducteur B, à l'intérieur, il n'y a aucune charge. Aucune charge ne peut rester. Voilà. Donc, s'il n'y a pas la liaison à la Terre, donc c'est ça la configuration. Donc, la charge externe, plutôt la surface externe, va porter des charges positives. Qui est justement égale à QB interne, d'accord, en signe opposé, donc ça va être égal Q'A. Mais seulement lorsqu'on a relié cette surface à la Terre, et quand vous savez que la Terre c'est un réservoir d'électrons, donc la Terre va envoyer les électrons et va équilibrer une à une, va annuler une à une les charges positives une à une. C'est pour cela qu'on se retrouve avec une surface externe sans charge. Maintenant, on nous demande de faire un calcul. Maintenant, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif, c'est quantitatif, c'est pas qualitatif. Ça veut dire qu'il faut déterminer Q'A. Alors, pour déterminer Q'A, c'est exactement ce qu'on a fait dans la première partie. Ça veut dire qu'on doit passer par le théorème de Gauss, trouver le champ électrique, et puis utiliser la relation entre V et le champ électrique pour trouver V. Et finalement, on va trouver V en fonction de la charge. Et avec une donnée de l'exercice, on va remplacer et trouver Q'A. Là, donc, je vais vous refaire le calcul, le théorème de Gauss, etc. parce que c'est un condensateur. C'est pas très différent, mais je vais le refaire. D'accord? Alors, donc, le champ électrique dans la région qui m'intéresse, entre R1 et R2. Vous voyez là qu'il y a 4 zones. D'accord? Dans les 4 zones, la charge chaque fois diffère. Vous voyez, à l'intérieur du conducteur A, la charge est nulle. Donc, c'est une région qui mérite d'être traitée. Après, dans la région blanche, là, où R, compris entre R1 et R2, là aussi, la charge interne à la surface de Gauss, ça va être Q'B. Et donc, c'est différent. Et à l'intérieur du conducteur B, entre R2 et R3, aussi, la charge interne, c'est Q'B. Et non, c'est pas Q'B. Là, c'est nul, c'est 0. Donc, c'est une région qui mérite d'être traitée à part aussi. Et à l'extérieur aussi, c'est nul. Donc, en tout, nous avons 3 régions. Mais moi, je ne vais pas les étudier toutes parce que ce qui m'intéresse, c'est la région entre R1 et R2. Parce que cette question, elle va me permettre de trouver Q'A et en même temps de trouver la capacité du condensateur ainsi formé. La capacité du condensateur, donc le condensateur, il s'agit des charges entre les charges de la surface, les charges positives et les charges négatives. Donc c'est ça la région qui m'intéresse, c'est entre R1 et R2. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, donc vous pouvez suivre les calculs et vous allez être convaincu. Parfois c'est plus facile de le voir avec les calculs qu'en parlant. Alors, donc, voilà, donc théorème de Gauss, il dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal à la somme des charges internes divisé par epsilon 0. Donc ça, c'est la première partie, premier côté, deuxième côté, comme je vous ai appris de faire. Et donc, avant de se lancer dans les calculs, on va faire le premier côté, on va le calculer, et puis le deuxième côté, on va le calculer, et puis on va faire l'égalité. Mais avant ça, on doit choisir notre surface de Gauss. La surface de Gauss doit être une équipotentielle. Et l'équipotentielle épouse la forme du conducteur. Le conducteur, c'est une sphère, donc l'équipotentielle est une sphère. Voilà. Pourquoi nous avons choisi ça? Parce que je sais que dans une équipotentielle, le champ électrique est perpendiculaire, premièrement. Il est constant, deuxièmement. Donc, ça va me faciliter énormément le calcul du premier côté, mathématiquement. Troisièmement, il est parallèle au vecteur surface ds. Voilà pourquoi.
Donc, le ds, je peux écrire ds fois n vecteur unitaire. Donc, je fais apparaître le n vecteur unitaire sur le schéma. Et je commence le calcul du premier côté. Donc, le premier côté, phi est égal à en ds. Et donc, le e, je vais remplacer. Donc, c'est à l'intérieur, c'est le champ e, c'est produit scalaire. Le champ e est plutôt la valeur du vecteur e, fois la valeur, le module du vecteur unitaire qui est égal à 1 fois cosinus de l'angle qui existe entre les deux, fois ds. Comme n est égal à 1, en, l'angle est égal à 0 parce qu'ils sont parallèles. Et donc, le cosinus est égal à 1. Je remplace, il va me rester ça. Donc, puisque je suis en train d'intégrer par rapport à la surface de Gauss, donc sur la surface de Gauss, le champ est constant. C'est une équipotentielle. Donc, je peux faire sortir le E de l'intégrale. Ce qui va me rester, c'est l'intégrale de la calotte sphérique, de la surface de Gauss. Et il faut la prendre. Donc, elle est égale à 4 pi r au carré. Donc, E, 4 pi r au carré. Ça, c'est le premier côté. Maintenant, la prochaine étape, c'est la détermination, c'est le calcul du deuxième côté, la détermination de la charge interne par rapport à epsilon 0. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de la surface de Gauss, la charge interne, c'est QA, tout simplement, Q'A, sur epsilon 0. Donc, je fais 1 est égal à 2, et j'aurai ça, et donc, j'aurai ça, et j'aurai ça, et j'aurai ça, et voilà. Donc, le champ électrique créé par la charge du conducteur A entre dans la région qui m'intéresse, entre R1 et R2, elle est donnée par cette expression. Donc, vous voyez que c'est une symétrie radiale. Ça veut dire qu'il n'y a ni θ ni phi. Malgré c'est une sphère, mais c'est une symétrie radiale. Ça veut dire quand je me déplace sur la sphère et je change le θ, le E ne change pas, il est constant. Quand je me déplace sur la sphère, je change le phi, donc le E ne change pas. Et par contre, quand je me déplace d'une équipotentielle à une autre, d'une surface de Gauss à une autre, le R change, donc le E change. La question là, donc, c'est trouver le potentiel. Voilà, donc le potentiel, je rappelle, voilà, nous avons une symétrie radiale. J'utilise soit cette expression, soit cette expression. Dans la vidéo précédente, j'ai utilisé la première expression. Dans cette vidéo, je vais utiliser la deuxième. Ça va vous permettre de savoir comment utiliser les deux formules différemment. Mais c'est des formules équivalentes. On va aboutir au même résultat. E est également gradient de V. Commençons par E. C'est une symétrie radiale. Donc E, UR. Le gradient, puisqu'on est dans une sphère, donc le gradient, vous devez donner ces coordonnées en coordonnées sphériques. Donc, coordonnées sphériques, elles sont là. Vous voyez, il faut la prendre par cœur. Seulement, écoutez, donc regardez le côté de gauche, ça veut dire le EUR, donc ça ne dépend que de R, il n'y a que le UR, le Uθ et le Phi, et le Uφ, il n'y a pas. Donc, par identification, on va dire qu'on va éliminer la composante de Uθ et la composante de Uφ. Voilà. Ce qui va me rester, c'est ça. Et donc, nous avons une dérivée partielle, mais avec une seule variable. Quand la dérivée partielle, dans la dérivée partielle, il y a une seule variable, donc la dérivée partielle va devenir une dérivée totale. D'accord? Et voilà, vers la fin, on va intégrer ça, on a ça. Donc, je vous le dis tout de suite que vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, parce que dès que vous remarquez que c'est une symétrie radiale, donc vous pouvez aller directement à la formule, ça veut dire sans écrire Uθ et Uφ. Vous devez apprendre le gradient en fonction de toutes les composantes, en fonction de θ, phi, etc. Mais dans ce cas, parce que parfois, on peut ne pas avoir seulement la symétrie radiale, on peut avoir tout. D'accord? Vous devez l'apprendre et l'utiliser. Mais dans notre cas, ici, il n'y a que la symétrie radiale. Donc, vous pouvez écrire directement EUR est égal moins dV sur dr UR, directement. Voilà. Donc, nous avons cette expression, la finale. On va l'intégrer pour trouver le potentiel. J'intègre. Et voilà, je remplace. Donc, 1 sur R carré, c'est clair que c'est moins 1 sur R. Donc, vous voyez que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas mis de borne d'intégrale. Quand je ne mets pas les bornes d'intégrale, donc je dois ajouter la constante. D'accord? Voilà.
Maintenant, la prochaine étape, c'est la détermination de la constante. Donc, je rappelle le potentiel, voilà qu'on a trouvé. La détermination de la constante, il suffit d'utiliser une donnée de l'exercice. Par exemple, je peux utiliser VR2 est égal à 0. Vous voyez sur le schéma? Donc, la surface externe, c'est-à-dire VR3, c'est égal à 0 parce que c'est relié à la Terre. Et comme c'est le même conducteur, donc tout le conducteur va avoir un potentiel identique, égal, constant. D'accord? Ça veut dire au niveau de R2, la surface interne du conducteur B, donc le potentiel aussi est égal à 0. Donc je vais remplacer ce R2 dans le potentiel, ainsi trouvé en haut, et je vais trouver C. Donc je vais revenir vers V et écrire son expression. Voilà. Maintenant, détermination de la charge QA, Q'A plutôt. J'ai fait tout ça justement pour Q'A. Voilà donc le V, je le rappelle, et je remplace, c'est une donnée aussi, R est égal à R1, V0 est égal à 100 volts. Quand je le remplace, je vais trouver Q'A. Donc voilà, 100 est égal à ça, et je trouve l'expression, et avec l'application numérique, donc, je trouve Q'A est égal à 88,33 nanocoulombs. Donc vous voyez, comme ça a considérablement changé grâce à un phénomène d'influence. Donc c'était au départ 0,33, maintenant c'est 88,33. La conclusion, voici, donc la charge du conducteur A a augmenté par effet d'influence. Maintenant, la détermination de la capacité du condensateur. La capacité par définition, pour un conducteur qui n'est pas entouré, c'est Q'A sur V. Mais quand il s'agit d'un conducteur entouré, donc c'est delta V. Delta V, c'est la différence entre le potentiel positif moins le potentiel négatif. Le potentiel positif, c'est au niveau de R1, moins le potentiel négatif, c'est au niveau de R2. Voilà, donc je prends mon expression de V, je vais remplacer R1 pour trouver VR1, R2 pour trouver VR2. Voilà. Voilà. C'est égal à 0, ça on le savait déjà. Vous voyez, j'ai expliqué déjà, j'ai dit que du moment que c'est relié directement à la Terre pour le conducteur B, donc tout le conducteur B se retrouve un potentiel nul, mais on l'a prouvé ici. Alors, je fais VR1 moins VR2, ça va me donner ça. Donc, le reste est des calculs. Hein. Vous me suivez? Voilà. Donc, voilà l'expression de la capacité en fonction de R1 et R2 et de K. Quand on fait l'application numérique, on trouve cette valeur, donc 8,3 picofarad. Voilà. La question C, calculer l'énergie emmagasinée dans les deux figures. Donc, le conducteur de la figure numéro 1, donc il faut l'apprendre ça. Donc, l'énergie emmagasinée, c'est n demi QA fois V. Et le deuxième, c'est n demi Q'A fois delta V. Parce que là, c'est un condensateur, donc il s'agit d'une différence de potentiel. Alors, la différence de potentiel, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, entre le potentiel positif et le potentiel négatif. Donc, pour le conducteur, la figure numéro 1, j'ai fait le calcul, j'ai trouvé ça. Et pour le deuxième, j'ai trouvé ça. Vous voyez? C'est toujours l'effet d'influence. Hein? L'énergie augmente parce que la charge augmente. Enfin, que se passerait-il si on isole le générateur du conducteur et puis on le relie à la masse? Donc ça, vous le savez, que plutôt la Terre est un réservoir d'électrons. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer des électrons et éliminer toutes les charges une à une. Vous voyez? Et le potentiel va se retrouver à 0. La deuxième figure, donc là, on isole le générateur. Mais qu'est-ce qu'on fait cette fois? On relie A à B. Voilà. On a fait la liaison. Donc ça, vous le savez déjà, je l'ai déjà expliqué, que lorsque il y a le contact, donc le fil va faire passer des charges, des électrons. Ça veut dire que le conducteur B va commencer à envoyer ses électrons vers le conducteur A dans le but d'équilibrer le potentiel entre le conducteur A et le conducteur B. Et c'est ça la nature, hein? C'est que le potentiel doit être équilibré et non pas
les charges. Les charges, ça n'a rien à voir. Donc, on n'équilibre pas les charges, on équilibre le potentiel. D'accord? Et donc, voilà. Donc, les charges vont commencer à partir une à une. Euh, Quand ça va équilibrer le potentiel, ça va aller vers quel potentiel? Ça va aller vers le potentiel de B. Parce que regardez, le potentiel de B, il est à la Terre. Donc, il est porté à un potentiel nul. Donc, le générateur A, c'est lui qui va suivre le générateur, plutôt, le conducteur A, c'est lui qui va suivre le conducteur B, et il va avoir le potentiel nul aussi. Voilà, donc vous voyez, le transfert de charge commence, vous voyez, et c'est tout. Donc, le potentiel V est égal à 0. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et je vous remercie pour votre attention.